c'est le point 12 dans le message des évêques. Dans son discours, ce sont les évêques qui le disent. Oui, c'est vrai. Dans son discours prononcé le 31 décembre 2024, le président de la République a abordé les enjeux sécuritaires, économiques, infrastructurels et de gouvernance. Il a reconnu les frustrations liées à l'état des routes et des infrastructures urbaines, au problème de manque d'eau potable, sans oublier ceux liés à l'énergie. Et au sujet de l'énergie, j'ai ce communiqué du ministre de l'Énergie, Gaston Ilundu-Essoba, qui informe le public que le réseau interconnecté Sud connaît actuellement des perturbations dans la fourniture en énergie électrique. Ces perturbations sont en partie dues à une baisse de production de l'ordre de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Sonlou et d'Edea. En cause, le faible remplissage des barrages réservoirs pendant la saison des pluies 2024 qui a entraîné un déficit hydrologique de plus de 2 milliards de mètres cubes comparé à l'année 2023. Par ailleurs, le débit interannuel communément observé pendant la période d'étiage qui contribue à renflouer le volume d'eau dans les barrages affiche une baisse inédite de 50%. Et ça, j'ai souligné en gras. Pour ce qui est de la centrale hydroélectrique de Memveleux, située sur le fleuve Ntem, qui ne dispose pas encore d'un barrage de retenue en amont, la production est passée de 200 MW en novembre à 35 MW actuellement du fait d'un étiage particulièrement sévère. Cette situation hydrologique défavorable découle des changements climatiques dont le monde entier est victime. En outre, l'arrêt de production des centrales thermiques de Kribi et d'Ibamba depuis septembre 2024 aggrave ces déficits. Face à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs du secteur, a pris les mesures suivantes pour atténuer ces perturbations et garantir un retour à la normale dans les meilleurs délais. Premièrement, l'optimisation des centrales de production existantes en sollicitant la mise à disposition de leur pleine capacité. Deuxièmement, le renforcement de l'approvisionnement en combustible des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud. Troisièmement, la mise à contribution des industries via le réaménagement de leurs plages de consommation et leur effacement pendant les périodes de forte demande. Du reste, sous la houlette du gouvernement, les négociations se poursuivent en vue du règlement de la dette de la société Eneo envers les fournisseurs dans les sociétés KPDC, TPDC. Tout en regrettant les désagréments causés par cette situation, le ministre de l'Énergie remercie les populations pour leur patience et leur compréhension face à ce cas de force majeure. Il les rassure de la détermination et de la mobilisation totale du gouvernement dans la recherche des solutions pérennes telles que conduites par le chef d'État, son Excellence Paul Biya. La question que je dois vous poser là-dessus, lorsque on parle de ce barrage de Memveleux, on se souvient que la pose de la première pierre a eu lieu le 15 juin 2012. On est en 2026, ça fait 13 ans. Et le président de la République, dans le discours lors de l'inauguration de ce barrage, je reprends quelques extraits, sans énergie, il ne peut y avoir de développement véritable. Il ne peut y avoir d'économie moderne. Les délestages parfois prolongés ont également perturbé le fonctionnement de l'administration, des services sociaux tels que les hôpitaux et même les organismes de sécurité. Certes, disait le chef de l'État au cours de cette cérémonie, ces interruptions de courant électrique n'ont hélas pas disparu, mais l'espoir apparaît enfin de doter notre pays d'une fourniture d'énergie à la mesure de ses besoins. Aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de notre développement hydroélectrique qui commence, ou plutôt qui recommence. Et ce dernier paragraphe, dans quelques années, c'est le chef d'État qui le dit, et nous sommes le 15 juin 2012, on verra se dresser ici un barrage alimentant une centrale d'environ 200 MW qui permettra de renforcer en énergie le réseau interconnecté Sud et d'approvisionner le futur complexe industriel-portuaire de Kribi, la région du Sud, et peut-être nos voisins, s'ils en expriment le besoin. 13 ans après, est-ce que vous avez le sentiment qu'on a bougé? Moi, je vais vous dire une chose. Je prends le communiqué du ministre. Il évoqua à la fin un argument à la force majeure. Oui. Et le président de la République, dans son discours, il y a quelques jours, à l'occasion de la cérémonie des vœux au corps diplomatique, a dit nous devons travailler dans la lutte contre le changement climatique. Soit nous le faisons maintenant, soit nous appelons tous à des périls. C'est sur cette partie que vous deviez insister dans le message. Parce que c'est un phénomène qui est réel et très sérieux, le changement climatique. Je vois
que, peut-être c'est parce que mon ami au grand frère Didier Yonka n'est peut-être pas souvent écouté. Et il y a même au Cameroun un observatoire national des changements climatiques. Il faut lire le rapport. Ils alertent tout le temps pour dire il y a un assèchement des eaux. Faites attention. Ils alertent qui? C'est ça, l'observatoire. Mais ils communiquent. Même comme là, le ministre communique. Puisque là, le ministre avait dit qu'on a été surpris. Non, excusez-moi. Mais c'est un observatoire qui produit des résultats et des statistiques. Pourquoi est-ce qu'on a été surpris au point où les barrages... Non, il n'y a pas de surprise. La surprise vient de ce que, au fur et à mesure, le temps passe... Mais ça sert à quoi dans l'alerte? Non, l'alerte ne se fait pas sur 10-15 ans. Lorsque vous prenez en 2012 et aujourd'hui, vous dites que ça fait 13 ans. L'alerte, c'est un peu comme je viens à cette émission. L'argument que je peux donner aujourd'hui peut ne pas être le même dans 3 ans ou dans 2 ans. Il suffit d'un changement de constitution et vous voyez que tout ce qu'on disait aujourd'hui n'a plus de valeur. Parce que tout vient, et le président l'a même dit dans un de ses discours, le monde est de plus en plus incertain. Le secrétaire général du comité central, si vous lisez son communiqué, parce que moi, je souligne les partis comme ça. Nous évoluons dans un monde de plus en plus incertain, je le souligne. Lorsqu'on évoque les changements climatiques, moi je souligne. Quand moi je dis, c'est ça que moi je souligne. C'est-à-dire, je souligne les événements qui peuvent amener les prévisions à évoluer ou à changer. Lorsque vous faites un mariage comme celui de Menveleu en 2012, vous faites venir des experts. Le président de la République n'est pas expert en électricité. Hein. Et il y a même le dit représentant de l'UPC tout à l'heure, qui a dit que notre école ne produit plus les meilleurs ingénieurs. Alors que même le consultant, même vous savez que l'école camerounaise, au niveau mondial, est l'une des écoles qui produit les meilleurs techniciens, puisque nous avons les nôtres qui travaillent dans des grandes sociétés dans le monde. Qui sont pas été formés au Cameroun. Il ne faut pas exagérer. Mon cher ami, ils ont été formés dans le CS, même des villages, ici au Cameroun. Des villages, c'est-à-dire que vous voyez quelqu'un, il a fait le CS de Konjo. Et c'est là-bas qu'il a acquis l'expertise. Vous croyez, monsieur, l'école c'est la base. Et c'est pas à moi de vous le dire, vous le savez pour avoir été à l'école. Et vous-même, vous savez, vous avez été formé à l'école. Quand vous êtes mal formé, vous êtes formé à l'université de Douala, vous êtes mal formé. Si vous êtes mal formé, dites-le à la télévision. Vous savez qui a créé l'université de Douala? Vous savez comment on a créé l'université de Douala là? Moi, je le sais mieux que vous. Bon, voilà. Et bon, maintenant, quand vous le savez, vous dites que l'école Cameroun ne forme pas bien. Je vous entends, vous êtes très brillant. Non, je ne s'entends pas du débat. Donc, restez sur la qualité. La question, Georges. Oui. En dehors de la question des changements climatiques évoquée comme cause, je crois qu'il parle aussi de la dette envers l'Union. Non, ça, j'attendais que vous me posiez cette question. Parce qu'effectivement, il y a ce problème. Bon, ça, il a dit qu'il y a une question, une dette que l'État doit payer envers Eneo. Je pense que j'ai suivi il y a quelque temps le ministre des Finances qui, dans une communication, indiquait qu'ils sont en train de travailler pour apurer la dette et qu'ils avaient payé, je crois, 100 milliards de dollars, 100 milliards de francs il y a quelques mois. Et d'ici quelques mois, il a dit qu'il est en train de travailler pour apurer la dette. Une dette, c'est comme tout le monde, même l'État endetté. C'est comme tout, même l'État endetté, sachez-le. Et l'État peut avoir des difficultés à payer ses dettes, comme tout le monde. Mais simplement, l'État étant crédible, mobilise les fonds pour payer ses dettes. Et effectivement, je pense qu'il faut faire confiance à M. le ministre des Finances qui est en train de travailler pour apurer ses dettes. Sur le reste, lorsqu'il a mis le mot force majeure, lorsqu'il a mis le mot changement climatique, pour moi, ce sont des explications qui tiennent parce que la force majeure est un événement imprévisible, irrésistible, impossible, vous ne pouvez pas l'arrêter. Alors, je donne la parole à Christian Massouma. Christian, la question de l'énergie électrique dans notre pays est une question majeure. Le président l'a dit dans plusieurs de ses discours. D'ailleurs, je suis en train de parler là de 2012. Et il faut rappeler également qu'au cours de la campagne électorale, le lancement de la campagne électorale à Marois en 2011, le chef d'État a évoqué la question de l'énergie électrique. Ça revient pratiquement dans tous ses discours. Et au quotidien, on observe très bien que même dans les ménages, on a du mal à avoir d'énergie électrique. Est-ce que finalement c'est une malédiction? On ne peut pas avoir d'énergie électrique dans ce pays au point, je veux dire, de façon suffisante pour couvrir non seulement les ménages, mais permettre aux entreprises de fonctionner. Vous êtes au MRC et vous êtes un parti qui aspire à gouverner. De votre point de vue, comment est-ce que le MRC peut s'attaquer à la question du déficit énergétique dans ce pays? Non, avant d'arriver sur ce que nous pouvons proposer, je voudrais d'abord revenir sur un certain nombre de choses en rapport avec les investissements colossaux qui ont été réalisés dans ce pays pour pouvoir doter les Camerounais de l'énergie électrique et permettre à notre tissu industriel de véritablement décoller. C'est des milliers de milliards qui ont été engloutis dans des projets pour que, au final, les Camerounais n'aient pas l'électricité à cause
effectivement de la malgouvernance, de la corruption et du détournement des deniers publics que les amis de M. Tegem... Une seule illustration, le barrage de Nactigat, c'est 786 milliards de francs CFA. Absolument. Qui devait produire 420 mégawatts. Et nous ne sommes pas seuls dans le projet. Et au final, combien de mégawatts je crois que c'est une trentaine. Une trentaine de mégawatts. Donc, et là, je le dis, j'ai voulu le dire pour que vous compreniez que le problème n'est pas un problème de la capacité du Cameroun à pouvoir produire de l'énergie électrique. C'est un problème de malgouvernance. C'est un problème qui gangrène véritablement les projets importants qui sont lancés par le gouvernement actuel. Parce que tous les moyens qui sont déployés ne concourent pas à pouvoir optimiser la production de l'énergie. Lui-même, le président de la République, a reconnu le 24, le 31 décembre. Je prends, juste pour paraphraser ces propos, que les investissements, que l'état des infrastructures routières ne reflète pas les investissements et les sacrifices qui ont été consentis par l'État du Cameroun. Ça veut dire que l'argent sort des caisses de l'État pour pouvoir construire et entretenir des routes, mais les amis de Tegem dans le RDPC détournent l'essentiel de cet argent et nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'infrastructure. C'est ce qui se passe aussi avec l'énergie électrique. Quand on gouverne, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas évoquer aujourd'hui le problème de changement climatique pour expliquer le déficit de production de l'offre énergétique au Cameroun. Ça n'a aucun sens. Ils ont parlé des centrales thermiques de Kribi et de Yassa. Pourquoi est-ce qu'on a fermé ces centrales? Tout simplement parce que, effectivement, Eneo n'a pas pu payer l'argent aux différents fournisseurs, tout simplement parce que Eneo lui-même évoque la dette colossale de l'État et des entreprises publiques qui n'arrivent pas véritablement à lui permettre d'avoir une trésorerie et des capacités financières pour pouvoir... Et voilà, tout est question de gouvernance pour l'énergie au Cameroun. Et je peux dire que ça a été un gâchis énorme parce que les Camerounais vont payer cette dette pendant des décennies encore. Parce que l'État du Cameroun s'est endetté auprès de beaucoup de partenaires pour pouvoir investir dans la construction de ces infrastructures. Mais nous n'avons toujours pas d'électricité. 42 ans après, le président de la République continue de nous parler de discours autour de l'eau et de l'énergie. C'est-à-dire que nous sommes encore dans des besoins primaires et basiques. Après 42 ans de pouvoir, nous n'avons même pas pu avoir le minimum pour exister. Donc, ce que nous nous proposons au MRC, et nous l'avons dit, le président national du MRC a fait un certain nombre de sorties par rapport à cela, c'est de sortir de plus en plus de la dépendance hydraulique pour essayer de promouvoir les énergies alternatives. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de pays comme le Sénégal, et quand vous regardez la constitution des parcs éoliennes au Sénégal et ce qu'on a comme offre énergétique sur la base des parcs qui ont été construits, vous comprenez qu'on ne peut pas continuer à se focaliser sur les barrages hydrauliques comme EDA, comme son loulou et autre chose, parce que ça ne peut pas aujourd'hui être des solutions qui sont fiables. Ils ont inventé effectivement les centrales thermiques, mais on a vu là où c'est arrivé et autre chose. Et au-delà de l'énergie éolienne, on a l'énergie solaire. On a beaucoup de possibilités parce qu'effectivement, les changements climatiques dont parle M. Tegem, c'est effectivement le réchauffement climatique qui est observé et qui est un phénomène mondial. Ça veut dire qu'il fait de plus en plus chaud. Ça veut dire que dans des pays comme les nôtres, on peut effectivement exploiter l'énergie solaire et avoir une offre suffisante qui sera une offre palliative par rapport à l'offre traditionnelle qui est l'offre énergétique. Donc nous entendons densifier et développer particulièrement les énergies renouvelables et les énergies palliatives qui ne seront pas les énergies que nous avons en ce moment. Mais cela ne va en rien dédouaner ceux qui ont dilapidé l'argent public pour construire des infrastructures qui devraient normalement nous permettre d'exporter l'électricité au jour d'aujourd'hui. Le président de la République lui-même l'a dit en 2012.
et qu'aujourd'hui nous n'arrivions même pas encore à satisfaire les ménages. C'est-à-dire nous ne voquons même pas les industries. Quand vous rencontrez les industriels, c'est la catastrophe. C'est-à-dire l'essentiel de notre tissu industriel aujourd'hui fonctionne avec des besoins énergétiques qui sont extrêmement contraignants parce que tout le monde utilise des groupes électrogènes. Vous avez une petite industrie, vous avez une petite unité, au lieu que vous soyez alimenté normalement par la fourniture électrique normale et basique pour que vous ayez une production à la hauteur des provisions et des attentes, vous êtes obligé d'investir dans le gasoil pour alimenter votre groupe électrogène à longueur de journée. Et toutes ces petites industries tournent essentiellement avec des groupes électrogènes, ce qui grève les coûts de production et ce qui ne permet pas véritablement à ces industries de pouvoir se développer. Donc, il y a une responsabilité, et la seule responsabilité, c'est celle du gouvernement de la République, c'est celle du président de la République qui n'a pas pu produire et qui n'a pas pu donner aux Camerounais l'électricité et l'énergie dont on avait besoin pour pouvoir faire décoller ce pays. Et nous allons remédier à cela. Et vous allez comprendre que quand on gère un projet sur la base d'une évaluation, sur la base d'une projection et sur la base des résultats. Et chez nous, la gouvernance ne sera pas cette gouvernance chaotique où le président de la République découvre que ses collaborateurs ne font rien et se borne à constater cela. Nous avons passé combien d'années sans qu'il n'y ait un remaniement ministériel, alors que le président lui-même reconnaît que ceux qui sont censés mettre en application l'ensemble de ces projets ne font pas leur travail. Mais ils sont toujours en poste depuis 20 ans, depuis 30 ans. Donc nous sommes dans le règne et dans le régime de l'inertie, de l'immobilisme et du cautionnement des détournements publics. Et nous ne serons pas au MRC dans cette vision politique parce que nous voulons mettre une gouvernance basée sur l'efficacité, sur la transparence dans la gestion des fonds publics et sur le contentement de nos concitoyens dans la fourniture des besoins basiques pour leur épanouissement au quotidien. Edmond Kamgia, le président de la République, sur la question de la fourniture d'énergie électrique depuis plusieurs années. On se souvient d'ailleurs que dans ce discours, il annonçait également la mise en place le lancement prochain des barrages de Lompangar, de Mekin, entre autres. Il reconnaissait déjà que la pénurie d'électricité a eu également pour conséquence de rendre insupportable, les mots qu'il a utilisés, la pénurie d'électricité a eu également pour conséquence de rendre insupportable la vie quotidienne d'une grande partie de notre population. Mais que les délestages parfois prolongés ont également perturbé le fonctionnement de l'administration, des services sociaux, etc., je l'indiquais. Mais qu'en attendant d'équiper la plupart de nos cours d'eau en infrastructure hydroélectrique, eh bien, la meilleure solution, parce que pérenne et moins coûteuse à long terme, nous avons eu recours à des centrales thermiques qui ont permis de répondre partiellement aux besoins les plus urgents. Et il conclut en indiquant qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle phase de notre développement hydroélectrique qui commence au plus tôt qu'il recommence. Analyse de texte. Non, ben, je constate tout simplement qu'il revient sur... C'est-à-dire qu'il dit la même chose d'année en année, il change parfois simplement de phrase. Et il fait les mêmes promesses, il n'y a pas de réalisation. On vient de prendre l'année 2012. Nous sommes en 2025. 13 ans après, rien n'a changé. Et ces centrales techniques qu'il avait annoncées comme étant provisoires, effectivement, sont déjà à l'arrêt. Et maintenant, quelle est la solution palliative? Il n'y a pas d'énergie. Nous l'avons démontré ici. Il n'y a pas d'énergie constante, suffisante, que ce soit pour les ménages comme pour les industries. Comment peut-on devenir un pays industriel s'il n'y a pas d'énergie? Et tout le monde se plaint. Ici même à Equinox, voyez-vous, c'est-à-dire tous les jours, il n'y a pas d'énergie. Et si on ne met pas le carburant dans le générateur, dans le groupe électrogène, rien ne fonctionne. Même cette émission, on ne la verra pas. Et cela signifie qu'il y a des coûts supplémentaires. Et quand les coupures d'électricité, d'énergie sont régulières, cela signifie que c'est davantage de l'argent qui est dépensé pour faire fonctionner, n'est-ce pas, les émissions dans une boîte. Et ça, c'était pour le cas du groupe, la nouvelle expression Equinox. Il y a d'autres groupes de presse, il y a d'autres télévisions, il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent pas fonctionner normalement s'ils ne dépensent pas davantage.
Donc voilà la réalité sur le terrain. Il y a ce qu'on appelle les petits métiers. Déjà. Il y a les petits métiers. Les petits travaux. Les services, oui, il y a les petits métiers, les services tout simplement. Ils ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un petit groupe électrogène quelque part. La maman qui a son moulin, qui écrase des arachides, etc., et qui perçoit 100 francs. 100 francs, 25 francs. Elle ne fonctionnera pas. Même les coiffeurs, ils ont besoin d'énergie pour faire leur travail. Donc, nous sommes vraiment, je ne dirais pas à la croisée des chemins, mais nous sommes plongés pratiquement au fond de l'abîme, 43 ans après. Après toutes ces promesses non réalisées, mais que voulez-vous qu'un citoyen pense encore de ce régime et de la manière dont nous sommes gouvernés? C'est très grave. Alors, Simon Serre-Soro, peut-être pour sortir de cette question, tous les ans, la question revient. Et il me semble, c'est possible, qu'au cours de l'élection présidentielle 2025, qui arrive, que ce soit encore un sujet d'enjeu majeur qui devra cristalliser peut-être les débats entre les candidats pour cette élection présidentielle 2025. Qu'est-ce qui se passe? On a un scandale pratiquement en matière oui, on a un scandale. On a un scandale. Et je pense que cette question suffit à convaincre les Camerounais qu'il faut changer de régime. Contrairement au frou-frou lexical qui est censé maquiller un charabia technique pour distraire les Camerounais, je voudrais aller avec des chiffres. La question du réchauffement climatique n'impacte pas le Cameroun. Sur le plan de la quantité d'eau, chiffre à l'appui des 5 dernières années. Moyenne de la pluviométrie dans la zone la plus pluvieuse sud-ouest, 2500 à 3000 mm. Moyenne de la pluviométrie dans la zone moyenne de la forêt, la zone équatoriale, 1800 à 1700, littoral et ouest. Moyenne dans la zone sahélienne, 800 et 400. Donc malgré ce que tu sens sur ta peau là, il pleut toujours. Le problème de ces gens, c'est qu'ils n'entretiennent pas l'infrastructure. Les barrages de retenue du Cameroun, ils font comme avec le dragage du port à un moment donné. Ils n'enlèvent pas la vase. Donc même quand il pleut, l'eau coule vers la mer. Parce que l'eau qui devait être retenue, il y a eu tellement de limons et d'alluvions qu'on ne les enlève jamais. Pourquoi? Et parce qu'autour de ces barrages, on n'a pas développé l'activité industrielle qui était prévue, notamment sur les carrières, pour enlever l'eau. Ça, on ne fait pas un barrage pour le plaisir de faire un barrage. Le Cameroun, quand il faut que les Camerounais l'entendent. On n'est pas dans les années 90. Le Cameroun a fait une étude qui est finie autour des années 79-80. Et on a publié l'Atlas de l'énergie. Vous savez la position du Cameroun? Le Cameroun est la centrale électrique de l'Afrique centrale. Et devait vendre le courant au Congo et au Caire. Les Américains actuellement sont repartis à Inga 2 parce que nous n'avons pas suivi quand ils ont voulu faire la Grand One. Le problème, vous savez, je vous ai rappelé ça en début d'émission, maintenant il faut que je vous le précise. Le potentiel du Cameroun, dans ce qui est créé, est de 20 000 gigas. Le besoin pour 2035, c'est 14 000. C'est-à-dire que les barrages que nous avons là, sans me verrer, Lompanga n'était pas prévu. Là-bas, il fallait d'abord développer pour le bassin du Ntem et du Mbam des barrages de régulation de retenue des fleuves. Il fallait développer le Mungo pour combler le littoral. Il y a au moins 4 barrages prévus dans le Mungo, c'est écrit. Et c'est Paul Biya et Niat qui avaient la charge de ce projet. Je sors l'anecdote, ils ont dit qu'on ne va pas installer tous les barrages dans la même région. Oui, ils l'ont dit à une réunion à Idjo. Et on a arrêté. On leur a dit, ok, dans ce cas, pour que le potentiel que nous avons soit exploité au maximum, qu'est-ce qu'il faut donc appliquer? Il faut entretenir les barrages de retenue, donc les désenvaser continuellement. C'est simple, vous y installez des dragues pour enlever le sable contribue au développement. Ils n'ont pas voulu parce que ça développerait les régions qu'ils avaient décidé de sinistrer. Voilà le mot. Maintenant, pour ce qui est de là, en fait, c'est des gens qui sont installés dans la spoliation des Camerounais. Vous savez, c'est clair. Pourquoi vous riez? Je vous dis chiffre à l'appui. Le courant électrique est censé coûter au maximum en 2035 25 francs aux Camerounais. On devait descendre. Et ils ne font que augmenter. Parce qu'ils sont dans un mauvais schéma économique. C'est la masse qui devrait produire la recette, pas le minimum. Vous savez, l'une des causes de la non-production des recettes, Eneo même dit que les gens fraudent. Mais les gens fraudent parce que le prix est excessif. Excessif, oui. Je vous dis, les domestiques qui ont 4 personnes payent à peu près 20 à 30 000 francs de courant. Ouais. S'ils s'amusent à mettre les climatiseurs, ils vont à 100. Quel pays peut fonctionner comme ça? Est-ce que le Cameroun peut fonctionner? Même
Une anecdote, vous savez que tout un président, le vice-président de l'Assemblée avait été arrêté parce qu'il ne payait pas le courant. Et on a vu encore récemment un député séquestrer les gens de Néo parce qu'eux-mêmes ne veulent pas reconnaître que le schéma est mauvais. Mais le problème n'est pas sur les infrastructures. Les infrastructures qui existent, bien exploitées, suffisent à alimenter même certains pays et nous faire des recettes. La visée du Cameroun dans cette optique, c'était que le pétrole ne serait même pas notre manne. C'est le courant qui devait nous enrichir. Parce qu'avec le courant, les industries devaient s'installer. La zone qu'on veut développer maintenant, qui date des années 80, elle est dans le plan quinquennal qui avait été raté. Vouri Fundi. Donc l'axe de Douala-Yaoundé, c'est une zone industrielle, les gens ne le savent pas. Les bords de la route devaient avoir des plantations. D'ailleurs, le secteur du Bamba est en train de le faire. Vous voyez comment les industries s'installent. Le courant, il viendra d'où? Et ce secteur doit aller vers Kribi. Le Cameroun a un potentiel énorme. C'était donc cela la vision du chef de l'État lorsqu'en 2012 il parlait justement de mettre en place ce potentiel-là. Non, le chef de l'État n'a jamais voulu le complexe industriel-portuaire de Kribi et permettre aux centrales de produire l'énergie capable même de revendre aux pays étrangers. Quand quelqu'un conçoit c'est ce qu'il disait. Quand quelqu'un conçoit son projet et que vous le lui arrachez, vous pouvez venir le réciter, mais dans votre tréfonds, cette affaire ne vient pas de vos tripes, donc vous ne pouvez pas la faire. La preuve, il dit que les gens ne font pas le travail, ils ne les enlèvent pas. Donc ce n'est pas le travail là qui l'inquiète, c'est comment il reste au pouvoir. Le président Paul Biya ne s'est pas soucié du fait que ce qui aurait pu le maintenir tranquillement au pouvoir, c'est le bien-être des Camerounais. Oui, tous les Camerounais sont devenus misérables, tous, sauf ceux qui volent, bien sûr. Les quelques-uns qui travaillent sont même confondus. Quand vous réussissez trop passer en route, si vous passez avec une belle véhicule, on va vous associer aux voleurs parce qu'on ne comprend pas comment vous réussissez. L'autre problème de l'énergie électrique au Cameroun, et je vais m'arrêter par là, c'est que l'ensemble des intrants qui devaient être produits au Cameroun, qu'est-ce qui allait importer les câbles? Vraiment, tordre le fer dépasse les Camerounais. Fabriquer, c'est pareil pour l'eau. Nous, on a un Dogbon depuis 3 jours, il n'y a pas d'eau. Voici un pays où, 50 ans après l'indépendance, les gens n'ont pas l'eau dans les villes, alors que tout est eau. Même les rigoles ont l'eau. Mais on ne peut pas purifier l'eau. L'eau est la seule chose qu'on peut recycler à l'infini. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'eau des égouts et on la donne aux gens. On la nettoie. C'est comme ça que tous les pays font. Mais le pays qui a le plus d'eau en Afrique centrale n'arrive pas à donner de l'eau, même pour laver les véhicules à ses citoyens. Bon, deuxième potentiel. Donc, si vous êtes deuxième avec d'autres superficies, si on fait le rapport, nous sommes premiers. Parce que celui qui est premier là, est à 5 fois notre superficie et 3 fois notre population. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc concrètement? Ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on remet les pendules à l'heure. Et la solution est simple. Il faut confier la gouvernance de ce pays à ceux qui sont capables de se mettre de côté pour que le peuple vive. Service de population. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui ont décidé de mettre... Vous savez comment ils disent? Ils vous disent que l'État est fort. Ça veut dire que pour eux, l'État est contre sa population. Il y a l'État d'un côté et la population de l'autre. Quand vous avez ces slogans-là, dans le pays d'un pays, éliminez le gouvernement. L'État est là pour la population. Moi, je vous prends toujours l'anecdote qu'ils soulèvent tout le temps. Ils disent qu'ils subventionnent le carburant. Le pétrole des Camerounais. Les Camerounais disent qu'ils veulent le pétrole moins cher. On dit non. On ne peut pas. Parce qu'il faut que ceux qui gouvernent mangent. Donc on veut appauvrir. C'est pareil pour l'électricité. Baisser le courant à 25 francs. Imposer à tout le monde de s'installer normalement. Vous savez, à Douala par exemple, quand on met un transformateur, on dit c'est pour 200 logements. Le logement passe à 250. Prenons le cas de Bounamoussadi. L'État du Cameroun fait une cité. On construit des pieds à terre. Les gens achètent les maisons. Le contrat dit que c'est un pied à terre que tu as acheté, tu ne peux pas changer. Les gens cassent, mais les immeubles 10 niveaux, on les regarde. Le besoin qui était de 1000 passe à 3000. Les transformateurs ne tiennent plus. Oui. Pourquoi vous laissez ça? C'est parce que vous êtes complice, parce que c'est vous qui êtes venu traficoter pour acheter les maisons qui étaient destinées aux enseignants, aux petits policiers et tout. Voilà le vrai problème. Et c'est ça qu'il faut tout au Cameroun. Donc, il n'y a pas d'explication là-dessus. Notre échec est l'échec du système Aïdjo Biya clair. Ok.